Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour la rediffusion des journées du RNT Mail. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 qui s'intéresse aux consommations alimentaires des Français et à la qualité nutritionnelle des produits consommés. Bonjour à tous, merci Sandrine pour l'invitation, merci au comité d'organisation de ces journées de m'avoir invité donc à parler de consommation alimentaire des Français et de qualité nutritionnelle. Donc effectivement, donc moi je suis cofondateur du bureau d'études qui s'appelle MS Nutrition. C'est un bureau d'études qui est basé à Marseille et qui est créé depuis 10 ans. Et on est spécialiste de la conduite de projets de recherche sur les consommations alimentaires en lien avec la nutrition. Donc en fait, moi je vais avoir un regard plus du côté de la demande alimentaire, des choix alimentaires, alors que jusqu'à présent, vous voyez plutôt le côté production. Euh, donc, ma présentation va se dérouler en deux grandes parties, et puis j'essaierai de faire une conclusion transition vers vers la journée de demain. Donc, tout d'abord, je vais essayer de définir avec vous qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de bonne qualité nutritionnelle et bonne pour la santé. Ensuite, je parlerai des consommations alimentaires en lien avec les apports nutritionnels et en lien avec les recommandations. Et enfin, donc, je terminerai par la vision qu'ont les chercheurs en nutrition sur la façon de concevoir un régime alimentaire plus durable. Donc, tout d'abord, donc, comme vous le savez, nous mangeons des aliments, notamment parce que ça fait plaisir, mais nous avons surtout besoin de nutriments. Et le premier nutriment, c'est l'énergie, bien sûr. Cette énergie qui est apportée par trois macronutriments, les protéines, vous en avez beaucoup parlé, mais il n'y a pas que ça, il y a également les lipides et les glucides. Et il y a également une multitude de micronutriments non énergétiques, donc comme les fibres, les vitamines et les minéraux. Donc, les scientifiques ont réussi à établir des besoins nutritionnels moyens pour chacun de ces nutriments de façon à vivre en bonne santé. Et donc, à partir de ces besoins, les instituts ont défini des recommandations nutritionnelles pour veiller à ce que la population ait des bons apports nutritionnels et soit en bonne santé. Donc les recommandations nutritionnelles, c'est simplement des quantités minimales ou maximales sur les macronutriments et les micronutriments, et ces informations donc, sont exprimées par jour. Alors vu que les besoins nutritionnels varient en fonction de l'âge et du sexe, puisque par exemple une personne senior aura un besoin en protéines plus élevé que les adultes, par exemple, eh bien les recommandations nutritionnelles sont également établies en fonction de l'âge et du sexe. Et il faut savoir que chaque pays dans le monde, quasiment, établit ses propres recommandations nutritionnelles pour sa population. Alors en Europe, chaque pays a son propre set de recommandations, mais il y a également une couche supplémentaire qui est l'Agence nationale de sécurité, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui a également fait un travail pour proposer un set de recommandations pour la population européenne. Donc on peut trouver des divergences. En France, ces recommandations nutritionnelles ont été définies pour la première fois en 81 et puis elles ont été révisées au cours du temps. Et aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle les références nutritionnelles pour la population qui ont été révisées dans des rapports de l'ANSES en 2016 et 2021. Donc, je ne vais pas évoquer toutes les recommandations, bien sûr, mais par exemple pour les protéines, elle est exprimée en grammes par kilo de part corporel et par jour. Donc voilà une indication pour la population adulte. Mais on peut également exprimer les macronutriments en pourcentage de l'énergie. Donc concernant les protéines, on est à peu près à au moins 10% de l'apport calorique qui doit être sous forme de protéines. Et puis vous voyez ensuite qu'il y a donc les lipides totaux, les glucides totaux. À l'intérieur des lipides totaux, il y a des acides gras essentiels qu'il faut avoir en quantité minimale. Il y a plein de vitamines, plein de minéraux. Il y a également les fibres qui ne sont pas notées. Et puis, il y a également des composés en orange qui sont des composés à limiter. Donc, cette image, c'est simplement pour vous montrer que la qualité nutritionnelle ne se résume pas aux protéines, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de nutriments à avoir en apport suffisant et d'autres à limiter. Et c'est d'autant plus compliqué que ces nutriments ne sont pas forcément répartis de façon homogène dans l'alimentation. Par exemple, les protéines, on en trouve quand même un peu partout, alors que d'autres nutriments comme les fibres ou la vitamine D vont être présents que dans certains aliments à des quantités parfois faibles. Et donc, il faut être vigilant sur l'équilibre des aliments.
Donc ça, c'est des recommandations nutritionnelles donc, qui sont utilisées plus par les chercheurs pour estimer l'état d'une population via des enquêtes. Mais il existe aussi des recommandations dites en aliments ou plus communément appelées guides alimentaires qui sont, qui sont fournis pour une population donnée. Donc l'objectif de ces guides alimentaires, c'est d'apporter des conseils simples en aliments et des conseils acceptables pour les individus d'une population, de façon à ce que la population soit en bon état de santé et évite les maladies. Donc là, il y a simplement quelques représentations de guides alimentaires dans différents pays. Donc par exemple, on a la pyramide suisse qui a été mise à jour l'année dernière. Et donc ce qui est important, c'est que ces guides alimentaires sont spécifiques à chaque population pour tenir compte de l'aspect culturel des consommations alimentaires, donc le fait que faut que ce soit acceptable pour la population. Il y a aussi une prise en compte de ce que dit l'épidémiologie nutritionnelle sur les relations aliments-santé. Il y a certains aliments qui sont favorables à une bonne santé, comme les fruits et légumes, et puis il y a d'autres aliments qu'il faut plutôt limiter, notamment les viandes transformées. Et dernier point, donc ces recommandations alimentaires, si on les respecte, elles sont censées permettre de couvrir l'ensemble des besoins nutritionnels. Alors, en France, donc vous le savez sûrement tous, nous avons le programme Manger Bouger. C'est notre guide alimentaire Manger Bouger dans le cadre du programme national nutrition santé. Depuis 2019, on en est à la version 4 de ce programme. Ce programme va sûrement être révisé sous peu. Donc, qu'est-ce que dit ces recommandations alimentaires? Puisque avant, j'ai montré plutôt des graphiques qui donnent un aperçu, mais il y a quand même des données un peu plus chiffrées. Et donc ces données chiffrées sont exprimées soit par jour pour certains groupes d'aliments, soit par semaine. Donc, vous connaissez tous les 5 portions de fruits et légumes par jour, qui correspondent à 400 grammes par jour. Il y a également une recommandation sur les fruits à coque, 30 grammes au moins. Alors, concernant les céréales, il n'y a pas de quantification, mais il est recommandé de consommer plus de 50% de céréales complètes. Les produits laitiers sont fixés à 2 portions par jour et en indiquant qu'il faut les diversifier en utilisant du lait, des yaourts et des fromages. Les produits sucrés sont à limiter et les huiles, concernant les matières grasses, il faut favoriser les huiles végétales, notamment l'huile d'olive, le colza et l'huile de noix, qui sont riches en certains acides gras essentiels. Concernant, donc, on a une recommandation par semaine sur les légumes secs, donc 2 portions par semaine. Les poissons, c'est fixé également à 2 portions par semaine avec un poisson maigre et un poisson gras. Et enfin, concernant les viandes, donc, ce qui est peut-être plus intéressant pour vous, c'est donc la recommandation sur les viandes est divisée en deux. Donc, on a d'abord une recommandation sur les charcuteries et les viandes transformées. Donc, ces produits sont limités à 150 grammes par semaine pour garantir un bon régime. Ensuite, concernant les autres viandes, donc viandes hors charcuterie, elles sont séparées en viande de volaille, qui sont plutôt notées bénéfiquement par les nutritionnistes, on va dire, et puis la viande hors volaille. Et donc là, la viande hors volaille, qui regroupe donc bovins, ovins et les porcs, donc cette viande de volaille, cette viande hors volaille est limitée à 500 grammes par semaine. Et l'autre recommandation, c'est qu'il faut privilégier les viandes de volaille par rapport à dans l'ensemble des viandes hors charcuterie. Alors, que dit par rapport aux autres pays, aux autres recommandations, on peut constater qu'il y a des divergences. Donc ça, c'est un graphique qui est issu du rapport Réseau Action Climat et Société française de nutrition qui est sorti l'année dernière et qui a notamment dans ce rapport comparé les recommandations sur les viandes entre la France et 15 autres pays. Donc en fait, ces 15 autres pays, ce sont des pays qui commencent à intégrer la dimension environnementale dans les guides alimentaires. Donc là, on retrouve pour la France la limite par semaine à 650 grammes, c'est-à-dire 500 grammes de viande hors charcuterie, plus 150 grammes de viande de charcuterie transformée. Sachant que n'est pas représentée la quantité de volaille, puisque si on consomme 500 grammes de viande hors volaille, on pourrait consommer 500 grammes
de volaille en plus. Donc ça monte à 1 kg, hein, quasiment par semaine, au moins. Alors, si on compare aux autres pays, si on compare la partie donc, rouge, viande rouge et viande transformée, on voit que la France est relativement élevée, puisqu'on est à 650 grammes, et que le maximum des autres pays est à 500 grammes, et que cette recommandation max peut descendre jusqu'à 100 grammes en Italie. Ensuite, si on regarde le cumul de toutes les viandes, donc incluant les viandes de volaille, par exemple ici, ici en Belgique, on est à 630 grammes, et ensuite on est à 500 grammes, et on peut descendre jusqu'à 300 grammes en Italie. Alors que donc, pour la France, au total, on peut monter jusqu'à 1 kg. Donc vous voyez qu'il y a de fortes disparités et que la recommandation française à ce jour est relativement souple par rapport à d'autres pays. Alors concernant les consommations alimentaires des Français, donc par rapport aux discussions précédentes, effectivement, là en épidémiologie nutritionnelle, donc les résultats que je vais vous montrer se basent sur l'enquête 1K3 qui a été menée par l'ANSES. Donc là, on est vraiment dans la consommation, c'est-à-dire que c'est des enquêtes alimentaires qui sont menées auprès des Français avec 2 ou 3 rappels de 24 heures. Ça veut dire que les gens déclarent ce qu'ils ont consommé les 24 heures précédentes. Et en général, il y a un jour de week-end et 2 jours de semaine. Donc on est sur un échantillon représentatif de la France. Et donc, ça nous permet d'avoir une photographie des consommations alimentaires donc en aliments et également des apports nutritionnels, puisqu'on peut matcher les aliments à la table du SICAL. Et donc là, on a 3 sous-échantillons, les enfants, les adolescents et les adultes. Donc là, rapidement, simplement, donc d'abord l'apport calorique en fonction des 3 sous-populations. Donc les enfants, oui, j'ai oublié de préciser que cette enquête est très vieille quand même, puisqu'elle date de 2014-2015. Donc les données ont pu quand même évoluer. Donc les enfants consomment 1670 calories par jour et les adultes environ 2100 par jour. Ensuite, c'est simplement la structure du régime alimentaire entre les 3 sous-populations en termes de contribution à l'apport énergétique total. Donc on voit que la contribution des produits sucrés diminue avec l'âge, et alors que la contribution des produits céréaliers augmente. Concernant les produits animaux, donc en rouge et en bleu ici, on est environ à 30% de l'apport calorique, quel que soit l'âge. Et puis il y a un switch entre les enfants qui consomment plus de produits laitiers et des adultes qui vont consommer moins et vont le remplacer par la viande. Alors, si on met ces consommations moyennes au regard des recommandations du PNNS. Alors là, je suis juste sur la population adulte. Donc la recommandation de fruits et légumes, c'est 400 grammes par jour. La consommation moyenne, elle est à 350 grammes. Et il y a à peu près 55% des individus qui consomment moins de 400 grammes par jour. Concernant les céréales, la recommandation est au moins 50% de céréales complètes. On voit qu'on est à 10%. On ne voit pas, c'est 10% en fait. C'est 10% de céréales complètes dans les consommations. Donc on est loin de la recommandation. Concernant les produits laitiers, là c'est l'inverse. Il est recommandé 2 portions par jour, mais on a une consommation un peu plus élevée à 2,8. Ça c'est sûrement du fait des consommations historiques en France. Et également, le guide alimentaire précédent recommandait 3 produits laitiers par jour, ce qui a été un changement quand même important entre le passage de la version 3 à la version 4. Concernant les légumineuses, donc 2 portions par semaine, donc c'était à peu près 400 grammes par semaine, on en est loin, 60 grammes par semaine dans les consommations, avec environ 10% des consommateurs qui atteindraient cette valeur. Et concernant les fruits à coque, alors là c'est pareil, la consommation est très faible. Après, il faut noter que ces types d'aliments sont peut-être sous-évalués dans ce type d'enquête, parce que ce n'est pas des aliments qu'on consomme tous les jours, notamment les légumes secs. Donc, il peut y avoir une sous-estimation par rapport à des fruits et légumes qui sont consommés plus souvent par jour. Maintenant, si je regarde plus précisément les viandes, donc les viandes totales, donc ici, nous avons la quantité moyenne de viande par jour consommée chez les enfants, les adolescents et les adultes. Donc les enfants consomment en moyenne 81 grammes par jour.
et les adultes 125 grammes par jour. Donc j'ai mis la distinction entre charcuterie, volaille. Alors on a les viandes de plats préparées qui se distribuent entre les types de groupes, les types de viande, pardon. La viande de porc ici et la viande de ruminant. Donc on voit que les enfants ils consomment quand même plus de charcuterie que de volaille. Et les adultes consomment à peu près la même quantité. Si on met ça, on transforme ces données par semaine pour pouvoir les comparer à la recommandation. Donc là, les adultes, on va comparer surtout les adultes, on est à 882 grammes par semaine. Donc déjà, en charcuterie, on est à 196 grammes par semaine, ce qui est au-dessus de la recommandation. Donc, sachant que c'est une moyenne, donc il y a des individus qui en consomment encore plus, mais il y a aussi des individus qui en consomment moins, certes. Mais du coup, la consommation de charcuterie est quand même plus élevée que la recommandation. Si on regarde ensuite les viandes hors volaille, qu'on met au regard de la limite à 500 grammes par semaine, donc on est en dessous, 400 grammes, puisque quand même, en fait, 500 grammes, c'est assez large. 7 individus sur 10 qui consomment moins de 500 grammes de viande hors volaille par semaine. Et enfin, le dernier point, c'est donc l'équilibre entre viande de volaille et viande hors volaille. Donc on voit que en France, les Français mangent moins de viande de volaille que de viande hors volaille, et que donc le message, c'est que en gros, il y a une trop forte consommation de charcuterie et il y aurait un rééquilibrage à faire, suivant la recommandation bien sûr, entre viande de volaille et viande hors volaille. Alors qu'est-ce qu'apportent les viandes ? Donc là, c'est les contributions des viandes en rouge à certains nutriments. Donc les viandes contribuent au rétinol, qui est un sous-jacent de la vitamine A. Ça contribue au zinc, à la vitamine B12, à la vitamine B3, aux protéines, bien sûr, à la vitamine B6, B1 et fer. Donc tout ça pour vous montrer que les viandes ne servent pas que aux protéines. Et ici, pour les protéines, on doit avoir la représentation des produits laitiers et du poisson aussi qui contribuent à cet apport. Alors, les viandes apportent des bons nutriments, mais attention, c'est aussi apporteur de composés à limiter, comme les lipides totaux, les acides gras saturés et le sodium présents dans les viandes transformées. Ensuite, une photographie des apports nutritionnels de la population. Donc, ces apports nutritionnels moyens sont exprimés en pourcentage de la recommandation. Donc ça veut dire que tous les nutriments qui sont à gauche, ce sont des nutriments qui sont apportés en quantité assez faible dans la population, alors que les nutriments qui sont à droite sont apportés en quantité relativement suffisante. Donc à gauche, on retrouve des éléments un peu particuliers comme la vitamine D, il y a les fibres qui sont sous-consommées, le DHA, etc. Et à droite, donc on retrouve, donc en rouge, c'est les nutriments que j'avais identifiés précédemment. On trouve les protéines. Vous voyez que les protéines, ce n'est pas du tout un problème. C'est apporté en quantité largement suffisante, puisqu'on est à 150% de la recommandation. Ça veut dire que tout à l'heure, je parlais d'au moins 10% de l'apport calorique. Ça veut dire qu'en moyenne, on est à peu près à 15% de l'apport calorique. Donc les protéines totales, dans l'absolu, c'est absolument pas un problème. Et puis, c'est apporté par à la fois la viande, les produits animaux, mais également des aliments végétaux. Ici, on a donc la vitamine B1 qui n'est pas vraiment un problème, la vitamine B12 aussi qui a un bon apport, mais grâce justement à la consommation de viande. Et puis à gauche, on voit quand même bien qu'il y ait des consommations de viande relativement élevées, il y a également le zinc et le fer dont l'apport n'est pas totalement atteint. Et puis également, il y a un excès là des acides gras saturés et du sodium. Alors, qu'en est-il de la relation entre consommation de viande et apport en protéines ? Donc ici, on a distingué les faibles consommateurs de viande, les moyens et les forts consommateurs de viande, et on a regardé les apports en protéines, donc en gris. En fait, l'apport en protéines ne varie pas tellement, puisque les protéines sont apportées par plein d'aliments. Par contre, on voit qu'il y a bien une relation entre le fer et le zinc et la quantité de viande consommée. Donc tout ça pour souligner que la viande a son importance pour contribuer à certains apports nutritionnels.
Et puis, dans une étude du Crédoc, ils avaient fait le même travail, petits, moyens, grands consommateurs. Ils avaient regardé le pourcentage d'individus qui respectaient la consommation. Et donc, plus les gens consommaient de la viande, plus le pourcentage était respecté. On voit ici pour le fer, ici pour la vitamine B12 et ici pour le zinc. Point clé à retenir, c'est que donc, l'alimentation de bonne qualité nutritionnelle, ça se définit par une multitude d'apports nutritionnels et puis également des quantités d'aliments à consommer. Et en fait, l'équation est assez complexe pour avoir un régime vraiment équilibré, hein, parce qu'il y a beaucoup de nutriments et ils ne sont pas tous présents dans les aliments. On a vu qu'aujourd'hui, avec un bémol sur l'âge des données, mais la consommation alimentaire n'est pas en adéquation avec les recommandations. Donc, il y a un changement à faire pour avoir une alimentation permettant une alimentation de meilleure qualité nutritionnelle. On a vu que la consommation, plus précisément donc, de charcuterie, devait être réduite et qu'il devrait y avoir un rééquilibrage entre les viandes de volaille et hors volaille. Néanmoins, la consommation de viande est importante pour certains nutriments. Comme vous l'avez vu aussi, là, donc cette recommandation en viande, elle sera sûrement amenée à être révisée dans les mois ou les années qui viennent, parce que pour l'instant, elle est vraiment souple par rapport à d'autres pays. Et je voudrais insister, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je voulais le dire, à ce jour, donc, il n'y a pas de recommandation sur le pourcentage de protéines animales ou végétales. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'institut qui donne une recommandation cible. Et enfin, je sais que j'ai plus beaucoup de temps. Donc voilà, ça c'était mes points clés. Et je voulais juste faire une transition pour demain qui me paraît importante, c'est de parler de la vision qu'ont les nutritionnistes pour la définition d'une alimentation plus durable. Vous avez vu que nous, on se situe plus du côté de la demande alimentaire, donc des choix alimentaires. Donc l'idée le travail qu'on mène et qui est fait déjà depuis 10 ans hein, dans les publications scientifiques, c'est de partir d'un régime alimentaire observé, donc à partir par exemple de 1K3. À partir de ce régime, on a des quantités d'aliments moyennes, avec des aliments qui apportent des nutriments, sauf que ces nutriments, je viens de vous démontrer qu'ils n'atteignent pas les recommandations nutritionnelles. D'accord ? Et puis, on peut aujourd'hui estimer les impacts environnementaux de ces consommations grâce à Agribalise. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est l'idée ? C'est de trouver des nouvelles combinaisons d'aliments qui permettent d'atteindre les recommandations, donc par des simulations, enfin de l'optimisation sous contrainte. On va chercher à trouver des nouvelles combinaisons d'aliments qui permettent d'atteindre toutes les recommandations nutritionnelles et qui permettent de réduire l'impact environnemental, donc par exemple l'impact carbone de 30%, ceci en s'éloignant le moins possible des consommations initiales. Donc c'est-à-dire que voilà, on essaie de trouver quelle quantité d'aliments il faut manger pour que ce soit parfait. Donc la force de cette méthode, c'est que c'est une approche multicritère qui peut prendre en compte donc, une multitude de nutriments et les impacts environnementaux. Mais du coup c'est très précis. Mais par contre, la grosse faiblesse, c'est qu'on n'est qu'au niveau des consommations alimentaires, donc de la demande. Et du coup, les résultats, ils peuvent être incohérents avec le système alimentaire. Par exemple, en nutrition, on va dire, le modèle, il va dire, il faut supprimer le beurre, mais par contre, il faut augmenter le lait, et puis il faut augmenter le lait, mais il faut réduire la viande rouge, enfin la viande bovine, et donc on arrive à quelque chose qui n'est pas complètement cohérent par rapport au système alimentaire. Donc aujourd'hui, chez MS Nutrition, on cofinance une thèse avec une thèse CIFRE en collaboration avec l'INRAE, et en fait, on essaie de développer ces modèles de la demande en intégrant des contraintes pour essayer de prendre en compte une partie du système alimentaire, notamment le lien entre bovin et lait, par exemple. Et du coup, il y a notre étudiante Clara Nusasti qui participera demain à la table ronde, qui pourra en dire plus là-dessus. Voilà, je vous remercie pour votre attention.